Merci. Je remercie Jonathan et l'équipe du festival de m'avoir invité. Je vous remercie d'être là, malgré toutes les difficultés. Alors c'est un livre qui porte sur des fictions, des romans, des films, une série télé, donc je ne parle pas d'effondrement au sens strict, je ne parle pas de l'effondrement qui nous arrive dans la réalité, je ne parle que de fiction qui imagine comment la fin du monde pourrait arriver. Et c'est un livre que j'ai écrit avant que les idées, enfin que le mot d'effondrement se popularise. C'est un mot dont la fortune est très très récente. Elle date de la publication des livres de Pablo Servigne et Raphaël Stevens à partir de 2015-2016, et ça s'est surtout répandu pendant l'année 2018 et en 2019, où on a vu des articles, des émissions se multiplier. Mais au moment où j'ai écrit ce livre, on en parlait beaucoup moins. Depuis, il s'est passé énormément de choses, et même depuis que ce livre a été publié, on a vécu un effondrement. On est en train d'en vivre les suites ou la suite. Donc maintenant, on sait beaucoup mieux ce que c'est. Maintenant, on le vit, on est beaucoup mieux placé pour savoir ce que c'est dans la réalité. Encore une fois, et c'est un peu un avertissement avant de commencer mon propos, moi je ne parle que d'imaginer la fin du monde, c'est-à-dire pas la prédire, pas la vivre, mais seulement l'imaginer. Alors aujourd'hui, on est bien placé pour voir la différence. Le Covid est d'une certaine manière un effondrement, enfin d'ailleurs c'en est un, c'est sûr, mais ce n'est pas la fin du monde que nous avions imaginé. Je ne sais plus de qui est cette formule, mais c'est une formule que je trouve importante. Ce n'est pas la fin du monde que nous avions imaginé. Alors pour compléter ce que disait Jonathan, pour contextualiser ce travail, c'est un livre qui vient d'un travail assez long que j'ai commencé au début des années 2010, qui avait donné lieu à une première publication en 2013, puis à une série de rencontres universitaires qui s'est arrêtée en 2016, enfin le programme s'est achevé en 2016, et ça a donné lieu donc à deux autres publications collectives. Donc en fait c'est le quatrième livre en tout sur le sujet, et venant de ce travail qui a mobilisé des universitaires de Bordeaux, de Poitiers, deux laboratoires travaillaient ensemble, et d'un certain nombre d'autres universités en France et au Canada notamment. Alors, ça s'appelle « Fabuler la fin du monde », c'est le titre que j'ai donné à ce livre, parce que j'étudie des fables, j'étudie des fictions, et des fictions qui ont évidemment un certain rapport avec la réalité. Pas un rapport de prédiction, pas un rapport de prophétie. La fiction ne modèle pas la réalité, sauf dans une autre acception, si on pense que la fiction agit dans la réalité parce qu'elle nous permet de la penser, parce qu'elle nous permet d'y agir, parce qu'elle nous fournit nos représentations avec lesquelles on agit dans le monde, et aussi parce que toute action, dès lors qu'elle est planifiée, prévue, un temps soit peu anticipée, suppose un modèle, et que ce modèle appartient à la fiction. On commence à penser l'action avec ce que Jean-Marie Schaeffer, théoricien de la littérature, appelle un faire comme si. On dirait que, comme les enfants qui jouent, on ferait comme si on était des aliens ou des virus. Et les théoriciens de la fiction appellent ça la feintise ludique. C'est la première expérience de la fiction qu'on a enfant, et c'est aussi une des premières manières d'apprivoiser la réalité de notre histoire personnelle. Et ce qui montre bien que la fiction est nécessaire à l'appréhension du monde réel, et je pousse ce paradoxe un peu plus loin avec une citation de Percy Shelley, le poète romantique anglais que
que j'ai gardée dans ce livre. Je vous la lis. C'est dans La défense de la poésie en 1821. La faculté créatrice d'imaginer ce que nous savons nous manque. L'élan généreux d'accomplir ce que nous imaginons nous manque. Nos calculs dépassent l'entendement. Nous avons mangé plus que nous ne pouvons digérer. La pratique de ces sciences qui ont agrandi les limites de l'empire de l'homme sur le monde extérieur a, faute de la faculté poétique, proportionnellement circonscrit celle du monde intérieur. Et l'homme, qui a réduit les éléments en esclavage, demeure lui-même esclave. C'est un peu dense peut-être pour commencer cette rencontre, mais je vais y revenir. C'est un texte que je trouve absolument saisissant, qui est saisissant de contemporanéité, qui est extrêmement fort. C'est pas du tout un propos trivial. Shelley ne dit pas seulement que la faculté créatrice, l'imagination, permet de modéliser le monde, il dit littéralement que l'imagination permet d'imaginer ce que nous savons. Et je cite souvent cette formule-là, nous ne connaissons vraiment le monde qu'en l'imaginant. Il faut imaginer ce que nous savons déjà, il faut imaginer ce que nous avons sous les yeux. La connaissance passe par la représentation. Représentation est une des traductions du grec mimesis, qu'on a longtemps traduit par imitation, et qu'on traduit aussi parfois par fiction. Shelley dit ça, d'une part, qu'on a besoin d'imaginer ce que nous savons, et il dit aussi que nos calculs et notre appétit, la pratique de ces sciences qui ont agrandi notre empire sur le monde, alors aujourd'hui on parlerait de l'empire de la technique, cet empire a réduit d'autant la puissance de notre imagination. Nous connaissons donc d'autant moins le monde que nous croyons l'avoir réduit à notre maîtrise. Ce n'est pas une proposition de quelqu'un qui était contre la technique. Shelley ne dit pas que l'imagination du savant s'assèche. Il était lui-même très curieux des sciences de son temps. Il a mené des expériences de chimie assez poussées. À une époque, on pouvait tout à fait être homme de lettres et savant. Les domaines du savoir n'étaient pas séparés comme aujourd'hui. Et il dit exactement que la prétention des sciences et des techniques à régner sur le monde empêche de le voir tel qu'il est. Parce que l'empire de la technique nous a fait manger plus que nous ne pouvons digérer, déjà en 1821, elle nous rend prisonniers d'elle-même, elle nous rend esclaves de ses procédures. Et pour ancrer ces propos dans leur contexte, on peut donner comme seul exemple le fait qu'au moment où il écrit cela, donc au tout début des années 1820, sa femme, Marie, vient de publier Frankenstein. Frankenstein, le personnage qui a créé ce monstre que vous connaissez, est un héros des Lumières. C'est un savant qui a voulu le bien de l'humanité. Il a commencé ses recherches pour rendre les morts à la vie, pour supprimer des injustices. Frankenstein refusait que la mort enlève des hommes et des femmes trop tôt à la vie. Il voulait combattre l'injustice des morts précoces, et c'est cela qui l'a poussé à créer, à partir de morceaux de cadavres, un être vivant. Et c'est cet être qui est devenu un monstre, qui s'est mis à tuer tous les proches de Frankenstein et à faire régner la terreur. Donc les efforts les plus sincères, les plus désintéressés des savants débouchent sur des catastrophes. Aveuglé par son ambition de savant, Victor Frankenstein ne savait pas ce qu'il faisait. Voilà, ça fait 200 ans que cet avertissement sur la confusion de la maîtrise technique et du savoir a été lancé, et nous en arrivons aujourd'hui à un effondrement. Alors dans ce livre, ma thèse est que nous vivons l'effondrement, ou en tout cas un effondrement, mais que nous ne le voyons pas. L'effondrement a déjà commencé, il progresse, et comme vous le savez sans doute aussi bien que moi, réchauffement climatique, extinction massive des espèces animales, méga-feux en plusieurs endroits de la planète, inégalité croissante des populations
devant les effets des changements climatiques, des guerres, de la misère, etc. Et de manière générale, comme le dit une auteure comme Donna Haraway, la Terre, sous le coup d'agressions répétées, perd sa capacité à constituer des refuges pour les êtres vivants. C'est une des meilleures formulations que j'ai trouvées de ce qui nous arrive. C'est dans Vivre avec le trouble de Donna Haraway, qui a été traduit l'année dernière, au début de cette année. La Terre perd sa capacité à constituer des refuges pour les êtres vivants, ce qui est sa capacité essentielle grâce à laquelle nous sommes là. Mais ces effondrements, nous manquons d'imagination pour les voir. Il faut les voir en fiction, il faut faire fiction de ce qu'on voit pour le comprendre. Un autre exemple peut-être, pendant le confinement, on a beaucoup fabulé le monde d'après. On a beaucoup imaginé le monde d'après, on n'a peut-être pas assez bien imaginé, on n'arrive pas à faire advenir dans la réalité ce qu'on a imaginé à ce moment-là, et on commence déjà à l'oublier. Alors, je commencerai à essayer d'exposer ce pouvoir de la fiction qui est pas difficile à comprendre, mais qui demande de passer un petit peu par les tours des fictions. Et on ne s'arrête jamais assez sur la manière dont les fictions procèdent pour nous faire imaginer quelque chose. Alors dans ce livre, je me suis arrêté sur un exemple, enfin sur plusieurs, mais je vais prendre celui-ci aujourd'hui, une série télévisée qui s'appelle The Leftovers, qui a été adaptée d'un roman qui porte le même titre, qui n'a pas été traduit, je crois, en français, roman américain de Tom Perrotta. Et cette série a été produite par Damon Lindelof, qui avait été l'auteur de Lost 10 ans plus tôt. Les 3 saisons de The Leftovers ont été diffusées de 2014 à 2017. Et la critique américaine les a vues comme un portrait des États-Unis d'après 2008. Un portrait des États-Unis traumatisés par la crise des subprimes, les gens perdant leur logement, le nombre de chômeurs ayant énormément augmenté, les gens étant déboussolés, etc. L'argument de la série est assez différent. L'argument est que 2% de la population, enfin je parle, mais vous l'avez peut-être vu. Non, si personne ne l'a vu, alors bon, j'ai pas de scrupule à raconter. J'essaierai de ne pas spoiler tout. L'argument est que 2% de la population mondiale s'est volatilisée un jour, en un instant. Et quand je dis volatilisé, c'est vraiment volatilisé. Subitement, 2% des habitants de la planète a disparu. Apparemment, rien n'a provoqué leur disparition. On n'est pas du tout arrivé à identifier une cause. La série ne cherche pas à donner d'explication à ce phénomène, complètement mystérieux. L'événement est donné comme un fait et très vite on comprend qu'on ne cherchera pas d'explication. C'est un fait incompréhensible qui est donné comme ça. L'important, c'est pas vraiment de comprendre ce qui s'est passé, c'est surtout d'y survivre. Et la première saison, c'est là qu'on voit pourquoi, la première saison commence 3 ans après l'événement. 3 ans, donc un délai suffisant pour que le choc initial soit passé, on n'a pas vraiment peur d'une réplique, mais insuffisant pour que l'événement soit complètement digéré. 3 ans après, on s'en souvient très bien, on arrive au moment des commémorations, mais il faut bien recommencer à vivre, comme on nous dit dès aujourd'hui, après le confinement, il faut recommencer à vivre. Bien que le discours politique aujourd'hui même ne soit pas tout à fait celui-là, on nous prépare plutôt à autre chose, mais ça reviendra, on nous dira qu'il faut recommencer à sortir un jour. Enfin, on espère. Donc 3 ans après, la société représentée dans cette série se divise en 3 parties. D'abord, il y a ceux qui veulent minimiser l'événement, faire comme si de rien n'était. Alors, cette partie-là, essentiellement, c'est les pouvoirs publics qui cherchent à normaliser la situation.
On entend à la radio un expert assurer que 2%, c'est très peu de gens, c'est très peu de gens. Et il donne l'exemple que sur un terrain de football, il n'y aurait eu aucun disparu. On les entend très peu, ceux-là. Mais on apprend donc que pour les autorités, il s'agit surtout, c'est un objectif politique, minimiser l'événement et ses suites. La deuxième catégorie, c'est ceux qui cherchent une explication surnaturelle. Ceux qui cherchent à donner sens à l'événement en identifiant une cause. C'est surtout une secte qui a pris le nom de coupables survivants. Dans cette secte, on se persuade que les disparus sont des élus et que leur disparition annonce l'apocalypse et que tout le monde les rejoindra bientôt. Ils disent que les disparus sont les premiers, qu'on va bientôt les rejoindre. Et donc, ces gens-là se persuadent que l'apocalypse va arriver très vite, qu'eux aussi seront ravis par ce qui a pris les élus, les disparus, et ils adoptent un comportement de pénitent en attendant ce grand jour. Alors ils abandonnent la vie civile, ils se regroupent en communauté, ils s'habillent en blanc des pieds à la tête, on devine que c'est en signe de pureté, ils font vœu de silence. Alors ils sont assez spectaculaires parce qu'ils vivent en communauté dans les grandes maisons, habillés tout en blanc, sans jamais parler, et en écrivant pour communiquer. Ils portent tous des petits carnets sur lesquels ils se marquent des messages. Et puis, ce qui doit être considéré comme très très étrange aux États-Unis, ils fument à la chaîne du matin au soir. Ils allument une cigarette en se réveillant, puis ils allument les cigarettes ensuite au bout les unes des autres, et ils n'écrasent la dernière que pour s'endormir. Ce qui les rend extrêmement étranges pour tout le monde. Et un de leurs mots d'ordre est « ça ne durera pas longtemps ». On voit des grands messages affichés en très grosses lettres sur les murs de leur maison. Et puis, troisième catégorie de personnages, ce sont ceux qui essaient tant bien que mal de faire leur deuil de leurs disparus. Et la série s'intéresse beaucoup plus à cette troisième catégorie. Ce sont les véritables héros, les personnages qui ne peuvent ni minimiser l'événement, ni affirmer qu'il faut attendre une apocalypse imminente, mais ceux qui veulent tout simplement continuer à vivre. Donc, qui ont une attitude très prosaïque et apparemment très banale, ceux dont il n'y aurait apparemment rien à dire. Ce sont des personnages qui ne nient pas qu'il s'est passé quelque chose, mais qui ne vont pas pour autant transformer le reste de leur vie en une pénitence sans fin pour attendre le jour du jugement dernier. Ce sont des personnages qui font leur deuil, qui cherchent le moyen de faire leur deuil et qui, en attendant, essayent de regarder la vie en face. C'est l'attitude des deux personnages principaux, ce sont ceux qui sont le plus suivis pendant les 3 saisons de la série. Qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Qu'ils apprennent à regarder la vie en toute connaissance de la catastrophe pour assumer leurs conditions de leftovers. Alors c'est le moment de traduire pour ceux qui parlent français. Leftovers en français, c'est les restes, au sens le plus banal des restes d'un repas. Leftovers, c'est ce qui reste dans l'assiette quand on a fini de manger. Et The Leftovers dans la série, évidemment, c'est nous tous. On est les restes. Je parlerai pas plus longtemps de la série, juste pour dire que dans la première saison, vers la fin de la première saison, il y a une très très belle scène qui montre la disparition. Dans ces scènes, on ne voit pas tellement les gens disparaître, on voit surtout leur disparition sur le visage de ceux qui restent. Parce que c'est bien ça le sujet, c'est ceux qui restent. On ne voit pas à l'image les disparus s'effacer, mais on voit l'effarement, la stupeur, l'incrédulité sur le visage de ceux qui restent. Tout d'un coup, devant eux, il n'y a plus rien. Il y a un blanc, un vide. Il y a une image qui est tout à fait métafictionnelle à ce moment-là, d'une femme enceinte qui est juste en train de faire une échographie et il y a un plan rapproché sur son visage
Et tout d'un coup, on comprend que le bébé a disparu de l'écran de l'échographie. Le personnage a disparu de l'écran. Et on le voit sur l'écran que nous voyons, notre écran. On voit le mystère de sa disparition sur le visage de la mère. Avec quelque chose d'ailleurs qui inverse un scénario un peu chrétien. Là, l'enfant, le fils, la disparition, l'apparition, etc. C'est le contraire d'une annonciation, si on veut. Et c'est une image très très émouvante à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que nous, spectateurs, nous apprenons à faire? Nous apprenons à regarder ce qui reste. Nous apprenons à regarder le deuil sur le visage de ceux qui restent. Et c'est ça, finalement, que la série nous demande de faire. Comme les personnages qui restent et qui cherchent à vivre dans ce monde qui ne ressemblera plus à ce qu'il était avant, nous devons apprendre à faire avec les restes, à regarder les restes, à aimer les restes, à sympathiser avec les restes, recomposer un monde avec eux. Alors, comme dit aussi Donna Haraway, vivre dans un monde abîmé. C'est une métaphore dont on a peut-être pris l'habitude, parce que c'est une formule qui revient maintenant dans plusieurs publications. C'est une formule qui a été inventée par Anat Singh. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le très très beau livre d'Anat Singh, Le champignon de la fin du monde. C'est un livre qu'il faut vraiment lire. Je ne sais pas s'il est là. Mais lisez Le champignon de la fin du monde. C'est un très très beau livre d'anthropologie. Je fais une petite parenthèse pour en dire quelques mots maintenant. Anat Singh est une anthropologue américaine d'origine chinoise. Elle s'est intéressée à un champignon qui pousse dans les forêts de l'ouest des États-Unis, les forêts qui brûlent en ce moment, qui est cueilli par des gens souvent assez pauvres, voire très pauvres aux États-Unis, revendu à travers des chaînes très complexes pour arriver sur les marchés japonais où il coûte très cher et où il est consommé par des gourmets qui sont prêts à payer des fortunes pour se le procurer. Et l'histoire de ce champignon est intéressante parce qu'il ne pousse aux États-Unis que dans des forêts qui ont été ravagées. Et ce qui a intéressé Anat Singh, c'est justement cette économie transpacifique qui s'est créée autour d'un champignon qui ne pousse que sur des forêts ravagées par la déforestation. Puisqu'on a complètement ravagé ces forêts en y coupant les beaux arbres depuis le 19e siècle pour la construction, pour les charpentes de navires, etc. Et il ne reste plus, dans ces endroits dont parle Anat Singh, que de petits pins tordus, ceux qui ont remplacé les beaux pins qui ont tous été coupés. Mais c'est justement sous ces petits pins tordus que poussent les champignons. Et vivre dans un monde abîmé, c'est à la fois ce qui reste et ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Et c'est la condition de ces personnes qui vivent dans la forêt pour cueillir les champignons, des champignons qui auront ensuite un destin de marchandise mondialisée. Fin de la parenthèse. Donc ce que montre The Leftovers, mais ce que montre aussi... donc oui, je reviens, je remonte le fil de mon discours. Anat Singh a inventé, pour un colloque qu'elle organisait au milieu des années 2010, l'expression de vivre dans un monde abîmé. Cette expression a été reprise par Donna Haraway, et ça donnait aussi le titre d'un numéro de la revue Critique qui est sorti peu avant le confinement. C'est une autre formule qu'on peut proposer, qui est peut-être plus adaptée que le mot d'effondrement. Vivre dans un monde abîmé. C'est ce que font les personnages de The Leftovers, ou c'est ce que j'appelle dans mon livre une apocalypse à bas bruit. C'est-à-dire que c'est une catastrophe, mais on peut passer à côté. C'est une catastrophe discrète, on peut ne pas la voir, on peut se voiler la face. C'est une catastrophe qui n'est là que pour ceux qui acceptent de la regarder en face.
Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, ça veut précisément dire que nous n'avons pas assez d'imagination pour nous représenter ce que nous savons. On peut ne pas l'avoir. C'est ce que j'appelle une apocalypse immanente aussi, et que j'oppose à l'apocalypse imminente. L'apocalypse imminente, c'est celle des groupes millénaristes, donc les coupables survivants dans la fiction, ceux qui veulent croire que le jour du jugement est pour demain, et que tout va s'effondrer subitement le jour J. Et au contraire, la fiction nous apprend que l'apocalypse dure longtemps. Elle est là, on ne veut pas la voir, pas forcément comme le climato-sceptique qui nie le changement climatique, on peut très bien ne pas la voir sans le nier, mais on peut ne pas vouloir voir sa gravité, on peut ne pas arriver à voir sa gravité. Alors ce que j'essaye de montrer à partir des fictions, c'est que l'apocalypse demande de la patience. Et pour ça, j'ai essayé de montrer que l'apocalypse a une histoire, ou que les fictions de la fin du monde plutôt ont une histoire. Et une histoire qui remonte bien au-delà de ces 20 dernières années, c'est-à-dire bien avant l'invention du mot d'anthropocène, mais que les fictions de l'anthropocène ont commencé bien avant qu'on invente cette notion. Alors les fictions d'apocalypse, elles sont très nombreuses depuis quelques décennies, ça on le sait tous, les récits apocalyptiques se multiplient en ce moment et on est abreuvé de fiction apocalyptique en ce moment. On a l'impression que les romanciers n'écrivent plus que ça, que le cinéma ne tourne plus que ça, que les séries télé ne portent plus que là-dessus. Mais c'est un peu un écran qui fait qu'on ne voit pas qu'elles existent en fait depuis très longtemps. Je date leur apparition de la révolution industrielle, c'est-à-dire du tout début du XIXe siècle, depuis que des conquêtes techniques successives et le début d'une histoire d'exploitation a transformé la surface de la Terre et ont bouleversé les cultures matérielles. Alors j'ai pris comme point de départ un texte français qui s'appelle Le Dernier Homme, d'un écrivain complètement oublié, qui s'appelle Jean-Baptiste Cousin de Grainville, que à peu près personne ne connaît. Ce texte a été publié en 1805. Il est régulièrement réédité. Sa dernière édition date de plusieurs années, mais il est régulièrement réédité. Il trouve régulièrement des lecteurs pour l'exhumer. Déjà au XIXe siècle, il était très peu connu, il a été exhumé une fois de temps en temps. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est qu'il constitue un commentaire des Lumières en forme de bilan critique après la fin des Lumières. Dans ce texte, la fin du monde apparaît comme la réponse de Dieu à la tentative d'emprise technique des hommes sur la planète. Mais comme la main de Dieu se manifeste dans ce texte à travers des catastrophes géologiques, des catastrophes cosmiques aussi, tout se passe comme si c'était la réponse du monde physique aux entreprises de la technique. C'est-à-dire que dès le début du XIXe siècle, cette fiction signale la parenté de l'Apocalypse et de quelque chose qu'on n'appelle pas encore l'Anthropocène, mais qu'on appellera comme ça 200 ans plus tard. Cousin de Grainville est un contemporain de Shelley, et ce qu'il dit est finalement assez proche de ce que dit Shelley dans les quelques lignes que je disais tout à l'heure. Alors c'est un texte qui est l'œuvre d'un chrétien, c'est un texte qui peut passer pour complètement réactionnaire, un texte qui condamne la révolution au nom d'un monde ancien où les hommes n'avaient pas tant d'orgueil, etc. Mais si on le lit comme ça, je pense qu'on ne voit pas quelque chose qu'il contient pourtant, malgré les opinions politiques probables de son auteur à ce moment-là. Je dis probable parce qu'en réalité, les opinions politiques de Cousin de Grainville, on ne les connaît pas. C'est un texte qui reconnaît la grandeur des Lumières, même si c'est pour les condamner. Tout le récit se place à la fin du monde,
et le héros se fait raconter dans un épisode l'histoire de l'humanité par des vieillards qui ont plus d'expérience que lui et peuvent lui faire part de cette histoire. Alors, je vais vous lire un tout petit extrait pour montrer comment on lui raconte le siècle des Lumières. C'est un siècle où on a inventé un élixir de longue vie qui était capable de prolonger l'existence presque indéfiniment, qui est évidemment une invention prodigieuse, mieux que la médecine moderne. Et voilà ce que les hommes en ont fait. On ose croire aux travaux entrepris par le genre humain pour mériter cette récompense. Cet élixir, on a tout de suite décidé de ne pas le donner à tout le monde, mais d'en faire bénéficier uniquement les hommes qui montreraient les capacités les plus grandes et qui se mettraient au service de l'humanité par des travaux exemplaires. Et donc de faire bénéficier de cette récompense, c'est-à-dire une vie quasiment éternelle, les meilleurs de l'humanité. Et les meilleurs, c'était ceux qui auraient fait la preuve de leur plus haute capacité dans les sciences et les arts. Donc, on ose croire aux travaux entrepris par le genre humain pour mériter cette récompense. Les monuments qu'ils élevèrent sont si beaux qu'ils satisfont les désirs de l'imagination et qu'on doute quelquefois s'ils sont sortis de la main des hommes. Rien ne fut comparable à l'éclat des sociétés, à la perfection des arts, aux vertus de l'humanité. Cette grandeur fut commune à tous les pays, à plusieurs siècles. En lisant l'histoire de cet âge, on ne retrouve plus l'homme dans l'homme lui-même. Il semble que des êtres plus parfaits vinrent habiter le globe terrestre. Ils furent comme les géants du génie et de la vertu. Donc, c'est une véritable utopie. L'existence de cet élixir de longue vie a permis d'ouvrir un âge où les hommes ont agi pour mériter sur Terre, selon le jugement d'assemblées démocratiques, parce que les heureux élus étaient désignés par l'ensemble des hommes réunis dans les grandes assemblées, réunis donc pour mériter, selon le jugement des hommes, une vie quasiment éternelle. C'est à la fois la laïcisation et la démocratisation du salut. C'est ce qui est extraordinaire quand même. Une eschatologie descendue sur terre, sans que Dieu ait rien à dire là-dedans. C'est exactement aussi l'Anthropocène. On va le voir avec la suite. Puisque qu'est-ce qui se passe une fois que la Terre s'est couverte de ces superbes monuments? La Terre, parvenue à ce haut degré de gloire et de bonheur, éprouva le sort des hommes. Ainsi, la Terre couverte de la population la plus heureuse, redevenue un second Éden, commença par perdre de sa fécondité. L'homme effrayé ne songea plus qu'à sauver sa demeure d'une ruine prochaine. Il porta si loin les efforts de l'art qu'il sut rassembler la chaleur éparse dans les airs, la concentrer sur les terrains refroidis, qu'il sut ressusciter la vigueur des terres épuisées et féconder la poussière. C'est déjà le réchauffement climatique, mais là, c'est un réchauffement qu'on provoque pour ramener la fertilité d'une terre qui s'est refroidie. C'est ce qu'on imaginait couramment à la suite de la théorie des climats qui s'est développée à la fin du XVIIIe siècle. On imaginait que la Terre allait perdre de sa chaleur, que c'était son destin de planète, qu'elle allait se refroidir, et que les hommes devaient la réchauffer. Bon, on voit où ça nous a mené, mais on imaginait qu'il faudrait la réchauffer pour lui garder sa vigueur et donc sa fertilité. Évidemment, les efforts des hommes ne suffisent pas. Il faudra toujours les pousser plus loin. Et à chaque fois, dans le texte de Grainville, la réponse de la terre et des cieux sera la même. La stérilité de la terre s'aggravera. Je résume très très vite. Les hommes ne peuvent pas maîtriser le monde. Alors ça peut s'interpréter dans le langage de Grainville, qui est un langage religieux, la réponse de Dieu à l'impiété des Lumières, mais ça peut aussi s'interpréter dans un langage écologiste un peu avant la lettre, un peu un anachronisme, mais c'est pas grave. Les désordres du monde sont des désordres climatiques qui ont été provoqués par l'action des hommes. Je vais passer à d'autres exemples, mais donc il y a une histoire des fables apocalyptiques qui mène de la révolution industrielle du tournant du XVIIIe siècle à aujourd'hui. Ça passe par quelques textes phares, j'en cite quelques-uns, je m'arrêterai sur un seul tout de suite. C'est la nouvelle de Forster, La machine s'arrête, qui a été publiée en 1909,
texte assez court qui fait dans les 60 pages en poche, qui nous amène à une autre étape de l'histoire, une histoire où la mécanisation est déjà devenue extrêmement importante, et qui nous montre que la prise de conscience du désastre de la mécanisation générale est assez vieille. Forster ne s'en prend pas plus que Grinville à un agent particulier, mais il attaque la machine en général. La machine s'arrête, une espèce de machine générique, de machine universelle, qui a pris en main toute la civilisation dans son histoire, et cette machine, un jour, pour une raison inconnue, s'arrête. Alors dans ce futur que Forster imagine, les hommes ont confié toute leur vie à une machine, et ils mènent une vie complètement artificielle. Les humains sont complètement démunis, donc, quand la machine cesse de fonctionner. Ils ne peuvent plus vivre sans elle. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est un processus que personne n'a vraiment voulu, un processus que tout le monde subit, et tout le monde est effaré quand on en voit les effets. Je vais lire quelques lignes. Il imagine une espèce de gouvernement mondial qu'il appelle le comité, qui a mis en place la machine et qui s'est occupé dans les premiers temps de la faire fonctionner, puis qui ensuite a plus ou moins cessé d'accompagner la machine, qui a tout fait toute seule. Les membres du comité cédèrent plutôt à quelques pressions irrésistibles, qui venaient on ne savait d'où, et qui, quand elle était satisfaite, étaient relayées par une nouvelle pression tout aussi irrésistible. À une telle situation, il convient de donner le nom de progrès. Personne n'admit que la machine était hors de contrôle. Année après année, elle était servie avec une efficacité croissante et une intelligence décroissante. Vous voyez comment on retrouve avec d'autres mots exactement ce que disait Shelley. Plus un homme connaissait ses propres devoirs envers la machine, moins il comprenait les devoirs de son voisin, et pas une seule personne au monde ne comprenait le monstre dans son ensemble. Mais l'humanité, dans son désir de confort, avait dépassé ses limites. Elle avait beaucoup trop exploité les richesses de la nature. Avec calme et complaisance, elle sombrait dans la décadence, et le progrès avait fini par signifier le progrès de la machine. Bon, toutes nos critiques sont déjà formulées là. Identification du progrès tout court au progrès technique, incapacité croissante à connaître l'action et le rôle du voisin, puisque l'hyperspécialisation des tâches nous enferme dans notre propre rôle, etc. Et finalement, la machine est hors de contrôle sans que personne s'en rende compte. Alors je cite particulièrement ce passage parce qu'il y a un argument qui est déployé par certains critiques de l'Anthropocène qui me semble particulièrement important. C'est ce que dit surtout, un argument qui est surtout répété par Jean-Baptiste Fresso, et je le trouve très important. Il ne faut pas croire que la prise de conscience de l'Anthropocène soit si récente qu'on le dit, ou autrement dit, nous ne sommes pas les champions de la réflexivité. Nous ne savons pas mieux que Forster il y a 100 ans, ni même que Shelley il y a 200 ans, que l'industrie ravage la planète. Ce qui nous distingue d'eux, c'est que nous pouvons le savoir depuis un point de vue plus tardif, donc un point du ravage plus avancé. Mais qu'il y ait des auteurs pour exprimer ce ravage n'est pas nouveau, et donc rien ne veut dire que prendre conscience du ravage, exprimer ce ravage, lutter contre ce ravage, aura plus d'effet aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Mais pas moins non plus. Et il se peut qu'on soit aussi plus nombreux à le dire et à lutter aujourd'hui. Ce que je veux dire aussi, c'est que les savoirs, là, ne décident de rien, et en la matière, il n'y a pas de progrès. Ou en tout cas, le progrès n'est pas uniforme, il n'est pas univoque, et il n'est pas assuré. Donc les savoirs ne décident de rien, mais la fiction propose à l'imagination.
Les fables de l'Apocalypse anéantissent le monde ancien, celui dans lequel nous vivons, et elles mettent leur lecteur devant l'évidence d'avoir à se penser à la fin des temps. Elles transfigurent le temps, et c'est un de leurs modes d'action principaux. C'est aussi pour ça qu'il y a les coupables survivants dans Leftovers. C'est pas seulement pour nous permettre de prendre nos distances avec eux en nous identifiant plutôt à des personnages qui regardent leur deuil, qui ont à faire leur deuil, le deuil d'un monde où tout allait bien. Donc de nous identifier à des personnages qui savent vivre dans un monde abîmé, dans un monde du deuil de toutes les espèces qui meurent, etc. Mais c'est aussi pour marquer l'urgence, parce que ces personnages-là, même si on garde nos distances avec eux, marquent l'urgence. Il est évident qu'il faut se penser à la fin des temps. On est au temps de la fin, c'est-à-dire un temps qui est à la fois une opportunité et une réquisition. Le monde va finir, et donc nous devons rester fermes dans ce que nous imaginons et aussi agir pour ce que nous voulons. C'était exactement le message des premiers chrétiens au moment de l'Apocalypse, et c'est pour ça que le mot d'Apocalypse est un mot important, c'est que Apocalypse veut dire révélation. La destruction universelle est d'abord révélation d'un sens, et nous aujourd'hui, dans une perspective laïque et écologiste, ça peut signifier, pour nous, ça peut signifier restons fermes dans ce que nous imaginons, soyons confiants dans ce que nous imaginons, et luttons pour le monde réparé que nous voulons. Alors ces fictions, elles nous placent ainsi à la fin des temps pour nous signaler l'urgence de l'opportunité et de cette réquisition. Et c'est pour ça que ce sont des fictions à la fois désespérées et qui, dans le désespoir, comportent l'énergie de vivre. Ce sont des fictions désespérées et qui, dans le désespoir, puisent l'énergie de vivre. Et il n'y a pas de contradiction entre les deux. Ou plutôt, ou si vous voulez, on peut faire quelque chose de cette contradiction. C'est dans le désespoir qu'il faut puiser l'énergie de vivre. C'est aussi quelque chose qu'aurait pu dire un Günther Anders dans tous les textes qu'il a consacrés à la bombe atomique et à la certitude qu'il avait qu'elle exploserait un jour. Après Hiroshima et Nagasaki, après que la bombe d'Hiroshima lui a donné la certitude que le monde périrait dans une guerre atomique. Alors dans les romans d'Antoine Volodine, par exemple, alors je les cite parce que je sais qu'il y en a plusieurs sur la table de la librairie, après l'effondrement de la civilisation, la littérature est encore une ressource. Dans Des Anges mineurs, qui est un des plus beaux romans de Volodine que je connaisse, un condamné à mort repousse sans arrêt le jour de son exécution en racontant des histoires. Il est ligoté à un poteau d'exécution, on le met en joue avec des fusils, et il se met à raconter des histoires. Et à ce moment-là, les femmes qu'il tiennent en joue se retiennent de tirer, baissent leurs fusils et attendent la fin de l'histoire. Ça vous rappelle une histoire très connue. Ça vous rappelle Scheherazade, dans Les Mille et Une Nuits, Scheherazade qui suspend son exécution en racontant au sultan toutes les nuits une histoire. Alors peut-être les fictions d'Apocalypse raniment-elles comme ça un pouvoir de la littérature qu'on croyait perdu, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'accordait plus à la littérature le pouvoir de nous maintenir en vie, le pouvoir de vaincre la mort, de la repousser indéfiniment. Eh bien, c'est au milieu du désespoir absolu qu'il y a dans les fictions de Volodine que la littérature retrouve ce pouvoir de repousser toujours la mort. Au milieu du désespoir, il y a l'énergie de vivre. Alors ça implique peut-être de concevoir les fictions de la fin du monde comme des fictions critiques de nos conceptions historiques courantes,
la fin de l'histoire qu'on pensait arriver dans les années 90. Si vous vous souvenez de ce thème, le mur de Berlin était tombé, les démocraties libérales s'étaient imposées partout et elle allait être la fin de notre histoire politique. On a vu que c'était quand même une vaste foutaise. Et aujourd'hui, le présentisme contemporain qui nous dit que nous sommes dans un éternel présent, sans passé et sans avenir. Ces fables, elles se situent dans l'après de notre monde. Souvent, ce sont des fables qui se situent dans un futur plus ou moins proche. Elles sont dans l'après de notre monde pour constituer notre histoire en tragédie. Elle s'est passée, elle a abouti à cette catastrophe, le monde a été anéanti, et elles se situent dans l'après. Et paradoxalement, c'est parce qu'elles sont dans l'après qu'elles ouvrent la possibilité de l'héritage et de la transmission. Et j'ai réemployé un vocabulaire chrétien parce que ça aide beaucoup à penser cette histoire-là. Ce sont des fictions messianiques, bien qu'il y ait là ni messianisme, ni messie. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas de personnage sacré, mais messianique au sens où elles tiennent ouverte la promesse d'un autre monde sur Terre, un autre monde à fabriquer par nos mains, mais un autre monde quand même. C'est ce qu'on voit dans L'Aveuglement de José Saramago, le romancier portugais qui est un grand opposant au Portugal social-démocrate, quelqu'un qui garde l'idée que le Portugal, après la révolution des œillets, aurait pu devenir autre chose. Dans L'Aveuglement, qu'il a écrit en 1995, Saramago imagine donc une épidémie mondiale, enfin mondiale, on ne sait pas, mais une épidémie en tout cas qui a rendu aveugle tous les habitants du lieu où se passe l'histoire. Et au-delà, on ne saura pas, mais en tout cas, personne ne vient jamais leur porter secours. Tout le monde est devenu aveugle, alors, c'est une belle métaphore du manque d'imagination. Et dans ce monde, une petite communauté de 7 aveugles cherche les moyens de sa survie et imagine son avenir. Et l'un d'entre eux dit « Nous sommes retournés à la horde primitive, avec la différence que nous ne sommes pas quelques milliers d'hommes et de femmes dans une nature immense et vierge, mais des milliers de millions dans un monde rétréci et épuisé. Et suppose-t-il tous aveugles. » Alors ça, c'est un horizon qui relie la communauté au plus lointain passé, quand on n'était que quelques milliers d'hommes et de femmes dans un monde neuf. Et c'est dans cet écart, dans cette superposition du plus lointain passé et de l'avenir que notre condition donc, est pensée par cette fiction. Donner un autre exemple de ce temps de l'apocalypse avec le cinéma. Donc il y a beaucoup de films post-apocalyptiques, on en connaît tous plein. Les films qui m'intéressent parmi ceux-là sont ceux qui nous proposent autre chose que le spectacle de la destruction, des tours qui s'effondrent, des villes en proie aux incendies, à des bandes de pillards, à des invasions de zombies, etc. Moins les actions que d'autres films qui représentent ce temps messianique, donc ce temps qui concentre tout le devenir du monde dans l'instant présent, en contrariant la logique de l'intrigue des films d'action. Des films qui vont se tenir tout entiers dans ce que les Grecs appelaient un kairos, c'est-à-dire un instant décisif, un instant où toute l'histoire du monde se concentre et où tous les enjeux se concentrent. Le kairos, c'est l'instant opportun, c'est l'instant d'agir, c'est le moment où il faut agir, après il sera trop tard. C'est le deuxième mot grec pour dire le temps. Le premier, c'est chronos, c'est-à-dire le temps de la pendule, le temps qui s'avance imperturbablement. Le kairos, c'est au contraire l'instant, celui qu'il faut saisir parce qu'il n'y en aura pas deux. Le moment de l'apocalypse, c'est un kairos. Alors dans ces films-là, il y a un kairos
on est au moment du Kairos, et tout le film ne fait que représenter ça. Les films représentent des moments de sens absolu, et c'est ça que l'anéantissement vient dire. On n'est plus dans des films d'action, mais dans des films où le mot action a un sens complètement opposé. Quelque chose qui est plutôt le tissage du commun. Un exemple connu, c'est celui de Mélancolia de Lars von Trier. Vous savez que les personnages attendent depuis le début que la planète Mélancolia vienne heurter la Terre. Et on sait qu'on n'y réchappera pas, on n'en réchappera pas parce que la planète Mélancolia est énorme et elle va écraser la Terre. Il ne restera vraiment plus rien. Et quand cette planète s'approche, que fait l'héroïne, qui s'appelle Justine? On peut supposer que son nom n'est pas là tout à fait par hasard, mais qu'il y a quelque chose de la justice, du juste en elle. Elle construit une petite cabane avec 3 branches. Et ça ressemble à un tipi d'enfant. Et pour sa sœur et son neveu, qui sont là avec elle, qui sont les derniers à être là avec elle, elle construit ce petit tipi. Les 3 personnages se rassemblent dedans, se tiennent par la main et attendent, parce qu'il n'y a que ça à faire, que Mélancolia vienne les écraser. Mais on est dans une cabane qui a une certaine vertu magique et qui les protégera. Alors on sait très bien, nous, que ça ne les protégera que symboliquement ou psychologiquement, que ça n'a qu'une vertu psychologique, mais peut-être qu'à ce moment-là, il n'y a plus que ça qui compte, et que c'est justement extrêmement important. Et ce qui se donne là entre tous les 3, c'est un moment d'amour extraordinaire, où on sait très bien que ça ne les sauvera pas, on sait très bien aussi qu'il n'y a que ça à partager, mais que ça, c'est le monde entier. Que ça, c'est toute la vie, et c'est tout ce à quoi on peut croire, et c'est tout ce à quoi on peut s'investir, c'est l'amour qui les lie tous les 3, et qui est tout ce qu'il y a à partager, et c'est absolument énorme. Le Kairos, c'est ça, elle l'a saisi, et elle a offert tout ce qu'elle pouvait offrir, c'est-à-dire tout, à sa sœur et à son neveu. On trouve la même chose dans le film d'Abel Ferrara, 4h44, où c'est à 4h44 que la fin du monde doit avoir lieu, et au moment où ça a lieu, l'écran du cinéma devient blanc. Ça se passe dans le blanc absolu, ce qui est le contraire du noir de Mélancolia, parce que la fin de Mélancolia est très spectaculaire. Quand la planète arrive sur la Terre, l'écran devient noir, et après il n'y a plus que du noir, jusqu'à ce qu'on sorte de la salle. Dans 4h44, c'est du blanc. Et à ce moment-là, les 2 personnages principaux se sont couchés sur la toile qu'avait peinte l'un de ces 2 personnages. Et les 2 amants sont là sur cette toile, et ils n'ont plus que... C'est un peu comme le tipi qui avait été fabriqué par Justine, ils n'ont plus que cet amour à partager, et c'est toute la vie. Donc, il y a eu quelque chose qu'ils ont saisi pour transfigurer la fin, et les films se sont consacrés à montrer ça. Qu'est-ce qui remplace l'action, donc là? Quelque chose que Jean-Luc Nancy appelle un inestimable, un don inestimable, ou le don d'un inestimable, quelque chose qui dépasse absolument le règne du calcul et de l'intérêt, quelque chose qui dépasse absolument le règne des fins pratiques, une forme de sacré. Alors, Jean-Luc Nancy n'écrit pas le mot sacré, mais c'est le mot qui me vient à la lecture des fictions que je lis ou que je regarde, une forme de sacré qui n'a pas besoin du tout d'un dieu, d'ailleurs, pour émerger. Il y a une forme de sacré qui n'a pas besoin du tout d'un dieu, d'ailleurs, pour émerger. Il y a une forme de sacré qui n'a pas besoin du tout d'un dieu, d'ailleurs, pour émerger. Il y a une forme de sacré qui n'a pas besoin du tout d'un dieu, d'ailleurs, pour émerger. Il y a une forme de sacré qui n'a pas besoin du tout d'un dieu, d'ailleurs, pour émerger. Il y a une forme de sacré qui n'a pas besoin du tout d'un dieu, d'ailleurs, pour
qui nous fait sortir du règne des fins pratiques, du règne de la technique, du règne du calcul, du règne de l'intérêt. Les textes apocalyptiques d'aujourd'hui, très souvent, débouchent sur ce type de figure. Alors ça peut être un enfant, comme à la fin du roman de David Elongo, L'homme vertical. Ça peut être le blanc de 444 ou le tipi de Mélancolia. Ça peut être une petite communauté qui est elle-même sa propre fin, comme dans le Melville de Robert Merle, un petit peu plus vieux, c'est un roman des années 70. Ça peut prendre d'autres figures. Ça peut être les Lucioles de Pasolini, qui n'a pas écrit de fiction apocalyptique, mais qui voyait l'apocalypse arriver dans les années 70 aussi, jusqu'à sa mort. Bref, un autre monde, c'est la promesse de ce qu'on appelle d'habitude l'utopie. Et donc le paradoxe, c'est que les fictions apocalyptiques sont des fictions à l'horizon desquelles se dégage la possibilité de l'utopie. Et ce qui m'a frappé en les lisant, et c'est un paradoxe qui n'arrête pas de me frapper d'ailleurs, c'est que s'il y a une particularité aujourd'hui, donc à l'ère des effondrements et de la fortune du mot effondrement, c'est que notre époque se distingue peut-être de toutes les autres parce qu'elle n'est plus capable d'imaginer l'utopie qu'après la fin du monde. Ce qui n'était pas forcément le cas dans les siècles précédents. Mais peut-être que la fin du monde est aujourd'hui la figure principale de l'utopie parce qu'on n'est plus capable d'imaginer l'utopie qu'après la fin du monde. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est une spécificité de notre époque depuis la chute du mur de Berlin. Je vais m'arrêter là, merci. Vous avez beaucoup parlé du contenu des fameuses fables de l'Apocalypse, mais est-ce que lorsqu'on s'intéresse à la réception de ces fables, il y a des grandes tendances générales dans la réception contemporaine des fables de l'Apocalypse? Et par exemple, en 1800, 1900, comment est-ce qu'elles étaient reçues, réceptionnées par les gens de l'époque? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait une différence? Il y a une grande différence, c'est qu'on les lit beaucoup plus. Je pense que le contenu de ces livres est à peu près le même depuis 200 ans, mais on en écrit toujours davantage. Et elles sont, ces fictions, toujours davantage lues. Oui. Alors par exemple, le livre de Cousin de Grainville s'est vendu après sa première édition à 40 exemplaires. On le sait parce que Naudier, l'écrivain français, s'y est intéressé, il a racheté les invendus, donc tous les exemplaires sauf 40. Il a fait faire une nouvelle couverture et les a remis en vente. Ça ne s'est pas vendu davantage. Et au cours du XIXe siècle, on connaît l'histoire de ce texte parce que des écrivains successifs en ont parlé, mais ils en ont toujours parlé comme d'un texte très mal connu. Par exemple, Michelet le cite dans un livre un peu tardif, vers la fin de sa vie, et Michelet sait très bien que ce livre, quasiment aucun de ses lecteurs ne le connaît, et donc il le résume. Et s'il le résume, c'est bien parce qu'il sait qu'il a besoin de le résumer pour que les gens sachent ce qu'il contient. Plus tard, les fictions de fin du monde, on les trouve dans quantité de textes, plus diffusés que celui de Grainville, mais ce ne sont pas souvent des textes très lus, et c'est vraiment récent que
ces textes suscitent un intérêt très très large. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la réception des textes, et en général, on a assez peu d'instruments, hein, à part les tirages et les chiffres de vente, mais on ne les a pas toujours. Alors surtout pour des textes un peu anciens, on n'a pas toujours les documents nécessaires pour connaître la réception des textes. Mais le fait que cette littérature soit prise au sérieux, soit lue en dehors des cercles de lecteurs de science-fiction, qui n'ont jamais été très très nombreux, c'est assez neuf. Et effectivement, aujourd'hui, il y a quelque chose de spécifique, c'est qu'on s'y intéresse beaucoup plus qu'il y a 20 ans, qu'il y a 40 ans, et c'était déjà plus lu à ce moment-là, je pense, qu'il y a 60 ou 80 ans. Oui. C'est sans doute un signe des temps. Hein. Pour continuer, est-ce qu'il y aurait des signes formels qui permettraient de faire la différence entre des fables qui ont pu porter sur des peurs diverses, alors l'arrêt de la machine, le péril jaune, la guerre nucléaire que vous avez citée, etc., mais qui ne se sont pas avérés être des menaces réelles qui ont mené à l'effondrement de la société. Et puis le discours d'aujourd'hui sur tous les signes que vous avez évoqués, d'effondrement, est-ce qu'il y a au niveau du discours, est-ce qu'il y a des signes formels permettant de distinguer et de ranger l'un dans le cadre de c'est un discours de type réel scientifique, etc. Les autres sont des fables. Il y a des marqueurs de fiction qui distinguent les fictions de tous les autres textes. Donc moi, ce que j'utilise sont des fictions, et évidemment, des fictions qui se donnent comme fictions. Des fictions qui avertissent leurs lecteurs qu'elles sont des fictions. Et il y a des signes formels qui les distinguent donc de textes non fictionnels. Alors, par exemple, une fiction peut vous dire ce qui se passe dans la tête d'un personnage. Une fiction peut vous délivrer l'intériorité d'un personnage. Alors ça peut se dire en termes techniques, dans une fiction, il peut y avoir du style indirect libre, il peut y avoir du discours rapporté, qui vous renseigne sur ce qu'un personnage pense, ou sur ce qu'il voit. Dans un texte non fictionnel, vous ne trouverez jamais ça. Un historien sérieux ne se permettra jamais de faire penser à un personnage historique. Ou s'il le fait, il vous avertira qu'il est en train de bâtir une hypothèse. Donc, bon, effectivement, moi, les discours que j'analyse, ce sont des fictions. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant d'étudier les autres types de discours, mais si vous voulez un moyen de discriminer un texte fictionnel, donc qui ne se présente pas comme une prophétie, ou comme un discours scientifique, et puis un discours scientifique ou pseudo-scientifique, en voilà un. Ensuite, les fictions ont beaucoup de tours, et elles peuvent se présenter aussi comme des textes savants. Mais l'inverse n'est pas vrai. Un texte qui se prétendra savant, ou un texte réellement savant, ne se présentera pas comme une fiction. Parce que le texte savant a besoin des marqueurs de scientificité pour se distinguer, et un texte pseudo-savant aussi. Enfin, je ne sais pas si c'était le sens de votre question. En partie. Et l'autre, c'est comment, pas sur le plan stylistique, mais sur le message. C'est des gens qui ont vécu à l'an 1000, avaient peur de la fin du monde à l'an 1000. Les gens qui ont vécu à l'époque des armes atomiques avaient peur, certains construisaient des avions anti-atomiques. Ça avait un impact sur le monde, sur le comportement, etc. Comment reconnaître? Est-ce qu'il y a des critères pour reconnaître?
Alors là, non. Là, je pense qu'il n'y a pas de critères. Il y a sans doute des choses qui nous permettent de distinguer une peur raisonnable d'une peur qui ne l'est pas. Par contre, il n'y a rien qui distingue l'expression d'une peur raisonnable de l'expression d'une peur qui ne l'est pas. Quant à juger définitivement si une peur est raisonnable ou pas, je pense que c'est très très difficile parce que, par exemple, la bombe atomique, elle existe encore. Alors aujourd'hui, on a moins peur d'une guerre atomique qu'autrefois, mais il faut quand même savoir que les armes existent encore, qu'il y a largement assez de têtes nucléaires sur Terre pour tout détruire. Il en reste encore assez, malgré les accords de désarmement depuis les années 70. Et les observateurs du risque nucléaire sont aujourd'hui assez inquiets de la dissémination des têtes nucléaires. Des rumeurs de guerre entre l'Inde et le Pakistan, etc. Donc, je pense que c'est comme en termes de pollution. On dit qu'une énergie nouvelle ne remplace pas les anciennes, mais s'y ajoute. Donc, aujourd'hui, on fait progresser les énergies renouvelables, mais ça ne va pas supprimer les énergies fossiles. Au contraire, il faut craindre que ça s'ajoute aux énergies fossiles. Et au lieu de les remplacer, en fait, tout simplement qu'elles s'y ajoutent, bien les nouvelles menaces écologiques globales, je pense qu'elles ne remplacent pas les anciennes, mais qu'elles s'y ajoutent. Donc, je pense qu'il n'y a pas de critère pour distinguer une peur qui se révélera par la suite être une peur illusoire et une peur qui a des fondements dans la réalité. D'autant plus que c'est peut-être parce qu'on a eu très peur de la bombe atomique qu'elle n'a pas explosé. Et ça, on ne peut pas le savoir. Mais il est possible qu'elle n'a pas explosé uniquement parce qu'on en a eu si peur qu'on s'est bien gardé d'appuyer sur le bouton. Il y a une histoire qui a circulé. Alors si vous vous souvenez de ça mieux que moi, interrompez-moi et racontez-le à ma place, mais je me souviens d'avoir lu dans un journal il n'y a pas très longtemps qu'un militaire russe avait un jour détecté une menace sur son radar et avait failli appuyer sur le bouton pour prévenir Moscou. Parce qu'un objet volant pénétrait l'espace aérien russe, soviétique. Et puis il s'était abstenu de le faire parce qu'il savait que s'il le faisait, on risquait vraiment une guerre nucléaire. Bon, et cet homme-là a témoigné, des dizaines d'années après, s'être retenu, et l'histoire lui a donné raison, c'était une fausse alerte, mais s'il avait appuyé sur le bouton, personne ne l'aurait su. Peut-être avait-on eu suffisamment peur pour faire peur à cet homme-là des conséquences de son geste. Et c'est peut-être grâce à ça qu'on a évité une guerre nucléaire. On ne le saura jamais. Bon, l'idée qui est derrière ça, c'est qu'il y a une heuristique de la peur, comme dit Jonas. C'est pas si mauvais que ça d'avoir peur. Et si on a eu peur pour rien, peut-être tant mieux. Et du coup, c'est pour essayer de comprendre le constat sur notre état actuel et l'état actuel aussi de notre manque d'imagination qui s'avère vraiment infécond et manque de fertilité. Comment comprendre qu'on en soit venu là et qu'on ne parvienne plus à imaginer d'utopie et que la seule manière, puisque vous le suggérez, pour nous d'imaginer un monde, c'est que notre monde vienne à sa fin et que donc on soit en quelque part. Pour ne pas remonter trop loin dans l'histoire, depuis le siècle des révolutions, on avait des organisations politiques larges, avec des assises solides, qui essayaient de construire des mouvements révolutionnaires capables de renverser l'État et capables de remettre en marche une économie. Et ça a porté différents noms. Le nom le plus massif a été le nom de communisme, et des révolutions ont porté ce nom, et on a vu ce que ça a donné. Les pays dits communistes se sont effondrés,
Et avec l'effondrement des organisations politiques communistes et marxistes en général, les espoirs de transformation politique ont été complètement désorientés. On ne savait plus, dans les années 90, d'où repartir. Mais on ne savait plus du tout. Et c'est assez lentement, à partir de ce désarroi-là, que d'autres choses se sont reconstruites en partant d'une victoire absolue du capitalisme. Et ce qui se reconstruit avec tous les handicaps qu'on a accumulés depuis 200 ans. C'est-à-dire qu'on n'est pas très organisé, on n'a pas beaucoup de moyens, on essaye de reconstruire des communs, on essaye de rebâtir quelque chose, mais étant donné l'état écologique de la planète, et étant donné l'effondrement des espoirs politiques tels qu'ils avaient été formulés pendant 200 ans, on reconstruit à partir des petites utopies locales, ce qu'on appelle les utopies concrètes aujourd'hui, des ZAD, des communautés qui s'élaborent ici et là, à partir des collectifs qui essayent de tisser des liens économiques et des liens culturels comme elles peuvent, localement. C'est très fragile, c'est tout petit, ça ne demande qu'à se tisser en réseau, mais ça c'est extraordinairement difficile, et ça subit des attaques de toutes parts. C'est d'une certaine manière aussi ce que j'appelle construire une utopie à la fin du monde, parce que ça se construit par tout petit collectif, parce qu'on est incapable de construire plus grand, et parce que plus grand, c'est aussi beaucoup plus risqué. Enfin, ça risque d'être trahi. Donc on est à la fin de quelque chose. On ne sait pas du tout ce qu'il y aura après. Et je crois qu'aujourd'hui, on imagine d'autres mondes possibles que sur la destruction de celui qui est autour de nous, qui est tellement prégnant, qui est tellement fort. Et on l'a vu avec le confinement. Qu'est-ce que le confinement a produit ? On a été comme étiré vers les deux extrêmes. D'un côté, on a vu se construire des réseaux de solidarité, de voisinage. On a vu se construire des réseaux dans les quartiers pour aider les gens à s'approvisionner, pour aller apporter des repas aux réfugiés, pour aller aider des personnes âgées, etc. On a vu des gens aller travailler au champ pour aider les paysans qui se retrouvaient tout seuls. On a vu des gens se mettre à coudre des masques, par exemple. Au moment où le gouvernement disait que ça ne servait à rien, il y avait les couturières qui faisaient les masques. Aujourd'hui, on sait que ça sert à quelque chose. Donc là, il y a du collectif qui s'est tissé, il y a du commun au plus près de l'expérience quotidienne qui s'est fabriqué. De l'autre côté, on n'allait plus au cinéma, on n'allait plus au théâtre, on n'allait plus au concert, mais par contre, on consommait de la culture sur Google et sur Facebook. Donc il y avait d'un côté le pouvoir du commun qui se tissait et dont on montrait l'efficacité en fabriquant des réseaux tous les jours, et de l'autre côté, on était livré pieds et poings liés aux GAFA.
Le monde dans lequel on est, c'est ça. Et la lutte, elle est là. Oui. Quelques phrases que vous avez données pour décrire les communautés fragiles, etc., ça aurait pu s'appliquer exactement comme une communauté chrétienne. Oui. Oui. On ne sait pas ce que c'est local, c'est fragile, c'est en but à toutes les menaces possibles, etc. Les gens qui ont vécu ça, c'était sûrement pas facile. Oui. Et puis ça a donné. Alors, sans doute, pour les premiers chrétiens, la puissance de l'Empire romain était aussi imposante que celle des GAFA pour nous. La différence, c'est que le réchauffement climatique était encore inimaginable. Et qu'on a ça aussi à prendre en compte. C'est-à-dire que pour nous, il y a une urgence réelle qui n'a jamais existé auparavant. Quand Günther Anders dit qu'il y a une très grande différence entre vivre en 1950 et vivre avant, c'était que les chrétiens, Anders aussi développe la comparaison, que les chrétiens pensaient l'Apocalypse, mais pour eux ce n'était qu'une image, même s'ils étaient persuadés qu'elle allait arriver, c'était quand même qu'une image, alors que nous savons que la bombe existe vraiment. Bon, nous savons que le réchauffement climatique existe vraiment, et ça, nous sommes les premières générations à l'éprouver. Ou à en éprouver des conséquences extrêmement visibles. Mais c'est réel. Et ça, il faut bien lutter contre. Bon, mais je ne veux pas être trop pessimiste. On survit et on a encore des chances de survivre un bon moment.